Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du Rwanda et de Kagame. Oui, nous connaissons bien le Rwanda, nous connaissons bien Kagame, nous connaissons bien la région des Grands Lacs de façon personnelle et de façon professionnelle. Mais nous n'allons pas dire que nous sommes un expert, nous allons dire que nous sommes aussi un expert de la région des Grands Lacs aussi, comme Onana, Charles Onana, qui est un vrai spécialiste, il est d'origine camerounaise comme moi, qui est un spécialiste de la région des Grands Lacs. Mais nous avons une très bonne connaissance de la région. Charles Onana a étudié en France à l'université de Lyon, il a fait sciences politiques. Or, moi, je parle de la région des Grands Lacs en tant que géographe, en tant qu'université, professeur d'université, la géographie. Donc, tout ce qui touche la géographie, la géopolitique, c'est sous cet angle que j'ai fait mes analyses. Et j'ai eu un avantage comparatif sur beaucoup des autres, c'est que j'ai vécu longtemps au Cameroun. Donc, quand je parle de la région des Grands Lacs, dans les années 95, 96, 97, j'ai connu les Rwandais, les Burundais au Cameroun. Et cela me donne donc un avantage comparatif sur les leçons que les gens peuvent en tirer. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des tares de Kagame. Quels sont les points faibles de Kagame? Qu'est-ce qu'on reproche à Kagame? J'ai fait plusieurs vidéos portant sur les atouts de Kagame et je lui dis toujours bravo. Bravo à Kagame, bravo à l'armée rwandaise. Mais il comporte aussi des faiblesses, de ça que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, si vous voulez donc en savoir plus sur les faiblesses et les tares de Kagame, et ce qu'on lui reproche fondamentalement, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout lâchez-nous des pouces. Lâchez-nous des pouces parce que c'est intéressant de savoir le pour et le contre pour chaque chose. Et si vous voulez donc en savoir plus sur le côté négatif de Kagame et son rayonnement international, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des faiblesses d'État ou du côté négatif de Paul Kagame en tant qu'homme et son impact dans son pays, dans la sous-région, même sur le plan international. Donc, revenons sur le cas de Kagame parce que partout où les Français, où il y a des dictateurs au pouvoir, les Français sont toujours en train de pleurnicher, de crier sur les toits, d'appeler la communauté internationale pour essayer de sanctionner ou de ramener ces pays dans l'ordre. Mais quand il s'agit de Kagame, les Français se taisent, alors que Kagame affronte les Français de front. Nous n'allons pas faire cette lecture-là. En tant qu'un universitaire, je veux bien revoyons un peu le parcours de Kagame pour comprendre un peu pourquoi les Français hésitent à trop parler ou à trop taper sur lui. Rappelez-vous que Kagame a fui de son pays tout jeune pour aller se réfugier au Rwanda, en Ouganda avec sa mère. Et c'est de l'Ouganda qu'il a constitué la rébellion. Et lorsqu'il est devenu mature, les Français qui étaient au pouvoir, surtout à l'époque de Mitterrand, ont appelé les deux parties pour les tables de négociation qui sont déroulées en France. Et Kagame faisait déjà partie de cette délégation qui allait en France. Et dans la nuit, pendant les négociations, il était vraiment malmené. On a défoncé sa porte et puis bon, là, à partir de ce moment, il n'était plus très à l'aise de se rendre en France. Ce qui fait que depuis ce moment, quand il a gagné, il commençait à gagner en autorité. Toutes les négociations préféraient se passer en Afrique, sinon lui ne participait pas. À Arusha, en Tanzanie, en Ouganda, ainsi de suite. Donc toutes les négociations se passaient par là parce qu'il rechignait d'aller en France. Il avait l'appui de Museveni qui était comme son parrain et qui est toujours son parrain, même si on parle parfois des accrochages entre eux, mais il est toujours son parrain. Museveni, d'où lui vient sa force pour qu'il accorde aussi d'importance à Kagame. Museveni aurait eu des liens avec le président Bill Clinton. Rappelez, bon, je vous le dis, peut-être beaucoup ne le savent pas, il a eu des liens avec Bill Clinton. Et d'où viennent ces liens? Ces liens viennent du fait que, à partir de la présidence de Bill Clinton aux États-Unis, les Américains commencent à s'intéresser à l'Afrique de près. Sur quoi comptent les Français toujours pour essayer d'avoir du poids sur le plan international? Donc Bill Clinton pensait déjà à son temps, ou la diplomatie Clinton pensait à son temps, avec sa femme, qu'il fallait regarder de très près l'Afrique, qu'il ne fallait pas négliger l'Afrique. La France lui faisait du chantage avec l'Afrique. Donc au temps de De Gaulle, elle estimait que l'Afrique était son précaré et on lui avait laissé l'Afrique. Elle s'en occupait de l'Afrique qui devait rester dans le précaré, dans le giron socialiste.
dans le giron capitaliste, dont elle s'en occupait de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle De Gaulle faisait venir à nommer des présidents ou des ministres français, des ministres africains dans son gouvernement. Vous voyez Houphouët-Boigny, vous voyez le cas de Léopold Sédar Senghor. Mais avec la présidence de Clinton, on se rend compte qu'on ne peut pas laisser tout ce gâteau, 30 millions de kilomètres carrés, avec des ressources immenses et illimitées à ce petit pays qui ne cesse de s'agiter dans l'OTAN. Donc Clinton a besoin également d'un appui sur place, sur le terrain africain, puisque c'est où vient l'uranium qu'ils utilisent. La France est le seul pays qui exploite et vend l'uranium venant de l'Afrique, venant du Niger. Et même la bombe atomique qui a été faite aux États-Unis pour Nagasaki et Hiroshima venait également de la République démocratique du Congo. D'où vient que la France ait cet appui nucléaire alors que sur son territoire, elle ne vaut rien. Donc Clinton commence à chercher à avoir son appui sur le contrôle dans la région des Grands Lacs. Et la personne qui trouve le mieux indiqué, c'est Museveni. Mais Museveni, son pays n'a pas la taille ou peut-être n'a pas la carrure de pouvoir se lancer dans l'exploitation tout azimut. Et c'est pour cette raison qu'on lance donc un cheval de Troie qui s'appelle Paul Kagame. Et la première chose, c'est de retourner dans son pays. Et voilà comment est-ce qu'en 1994, il lance l'assaut après avoir détruit l'avion. Il lance l'assaut des deux présidents qui étaient allés en négociation. Il lance l'assaut sur Kigali. Et voilà comment il entre. Donc, c'est un cheval de Troie pour Bill Clinton à l'époque, pour les Américains, même si les Français avaient d'autres visées. Et donc, il reçoit toute la puissance, tout le soutien des Américains qui lui fournissent armes et munitions et tout le soutien militaire. Donc, voilà où part déjà sa puissance que vous allez rarement comprendre. Et ça, ce sont des choses, heureusement, que j'ai vécues pendant que j'étais au Cameroun et que je comprenais l'actualité internationale sous un autre pan. Et même avec les réfugiés rwandais de tous bords qui arrivaient au Cameroun, on avait l'occasion de discuter, puisque je vous ai dit personnellement, quand il y a eu un procès des réfugiés rwandais au Cameroun, et nous disons paix à son âme, à Théoneste Bagosora, qui est mort ces jours-ci, son fils a annoncé sur sa page Facebook, qui est mort au Mali, en prison, à Koulikoro, qui est mort. Et nous disons paix à son âme, parce qu'il était au procès à Yaoundé, et beaucoup de gens ont couru pour aller voir ces génocidaires rwandais dont on parlait tant. Et moi, tout jeune étudiant, tout jeune, je suis allé aussi les voir les parties prenantes, les avocats des deux parties, ainsi de suite. C'était une curiosité à l'époque. Donc voilà comment je connais un peu cette région des Grands Lacs et on trouvait des enfants rwandais partout. Vous allez même trouver sur AJTV+, Bizimana qui fait souvent des vidéos. Et c'est un Rwandais, c'est un Burundais qui a grandi au Cameroun. Vous comprenez que son accent a été modifié à partir de là où il a étudié au Cameroun et il vous le dit lui-même. Donc, si vous comprenez déjà le fait que Kagame a tout l'appui nécessaire, c'est parce qu'il a le soutien des Américains. C'est un pays américain qui cherchait à percer les défenses françaises et s'installer, avoir aussi sa part de gâteau sur le continent, notamment sur le Congo. À partir de ce moment, si vous avez compris cela, vous savez qu'il n'a pas le soutien des Français ou des Européens, mais le soutien plutôt des Américains. Donc par lui, les Américains veulent contrôler le Congo. Parce que l'enjeu, comprenez bien, l'enjeu ici, c'est le contrôle du Congo et des matières premières dont la France distribue chichement aux autres puissances ou préserve pour la dignité de son peuple. Donc Kagame entre et puis il faut sécuriser son pays. Et la façon de sécuriser son pays pour que les autres ne viennent plus jamais, c'est de mener la guerre aux pays voisins. Et le premier pays où il faut mener la guerre, c'est le Congo démocratique. Jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir au milieu des années 90, on ne parlait pas des Tutsis ou des Rwandais au Congo. Ils étaient tout doux. Mais là, il y a eu une expansion et vous avez vu, le premier gouvernement que Kabila a fait était truffé de Tutsis. Même son fils, qu'on dit qui a pris le pouvoir là, n'était pas vraiment son fils. Mais quand vous le regardez sur les traits et sa façon de faire, ou de parler, c'était un vrai Tutsi, même dans sa façon d'être. Parce que Tutsi n'est pas seulement dans les traits physiques, mais c'est aussi dans une attitude, c'est un concept forgé, mais c'est aussi dans une attitude qu'ils ont. Et souvent, cet esprit Tutsi, c'est ça qui les permet de survivre parce qu'ils sont une minorité et que les Hutus en face n'ont pas compris cela. Ils disent qu'ils vont les écraser parce qu'ils sont nombreux, mais ils ne parviennent pas à retenir cela. Kagame a donc redonné aux Tutsis toute leur verve, toute leur force et leur a donc imposé au pouvoir. C'est pour ça que c'est un peuple aujourd'hui, un peuple très guerrier, un peuple va en guerre
parce que leur survie en dépend. Ils ont en face d'eux ceux qu'on appelle les Hutus, qui sont les plus nombreux. Plus de 80% de la population dans les deux pays, ça pourrait faire basculer. Mais aucun jeu démocratique, ils ne peuvent réussir par aucun jeu démocratique. Donc vous comprenez donc, je le dis, pour assurer la sécurité du Rwanda, il fallait conquérir le Congo. Et la région du Nord Kivu, du Sud Kivu étaient les régions les plus prisées, où ils se sont installés, où ils ont exploité des matières premières. Et aujourd'hui, les industries s'installent, se sont développées au Rwanda. Notamment, comment comprendre que le Rwanda possède une usine de coltan alors qu'on n'a pas un grain de coltan sur son sol. Donc voilà, c'est parce qu'elle continue à contrôler une partie du Congo qu'elle peut installer des usines de coltan sur son territoire. Et le président Fayulu, qui a perdu les élections, qu'on dit qu'il a perdu les élections, mais qui est effectivement le vrai vainqueur des élections, le dit bien. On ne parlait pas des Tutsis dans l'armée congolaise jusqu'à présent, mais depuis peu, on dit qu'il y a plus de 300 officiers Tutsis dans l'armée congolaise. Le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères du temps de Kabila, c'était également un Rwandais, Bizima Kara, c'est un Rwandais, le chef d'état-major. Donc vous comprenez que en infiltrant tout l'appareil étatique de l'État à l'étranger, dans l'armée, toutes les forces régaliennes du pays, il pouvait bien contrôler son pays et assurer donc une sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Voilà l'état de Kagame, c'est que nous connaissons très bien, c'est un chef militaire qui a dû conquérir, jusqu'aujourd'hui il demeure, le territoire des pays voisins. Et il était prêt à entrer en conflit militaire avec même le Rwanda, avec le Burundi, avec la Tanzanie et même avec l'Ouganda. Donc il est prêt à aller de tous les côtés. Et même pour raconter un épisode avec la Tanzanie, Kikwete, autant Kikwete, qui disait qu'il fallait négocier avec les Hutus, il a préféré aller en guerre que de comprendre ce discours-là. Donc pour lui, pas de négociation avec les Hutus. Donc nous comprenons bien cette situation et c'est la raison pour laquelle nous voulons vous partager d'un point de vue académique pour dire nous connaissons bien la situation ou les faiblesses de Paul Kagame. Donc fort de l'appui des Américains qui lui fournissent armes et munitions, tout le soutien diplomatique et tout ce qu'il faut, et même l'appareil d'intelligence, je veux dire que les services secrets, Kagame se lance désormais, donc c'est grâce aux Américains que Kagame se lance désormais à l'assaut international. Il est en train de faire le travail que l'Afrique du Sud a laissé depuis, puisque avec autant de Thabo Mbeki, on trouvait l'Afrique du Sud qui avait des paramilitaires aussi, qui avait une force armée qui intervenait au Congo, qui intervenaient au Rwanda, au Burundi, et même en République centrafricaine. Mais les Français les ont contraints à rentrer dans leur base et depuis, l'Afrique du Sud ne fait plus rien. Elle est juste observatrice. Donc, désormais, c'est le Rwanda qui s'impose par la force, même s'il n'a pas la carrure d'un fin tacticien, mais c'est un militaire accompli qui ne cesse d'étendre son travail ailleurs. Et nous vous avons dit, pour les cas ailleurs, le Rwanda aujourd'hui peut faire le travail parce qu'il bénéficie de l'appui des Américains. Et même les Français le savent, s'ils touchent à Kagame, ils peuvent en recevoir un gros coup. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré que Kagame est un homme avec des mauvais pendants, par exemple comme les conquêtes, l'annexion des territoires, qu'il occupe jusqu'aujourd'hui, qu'il contrôle, l'utilisation des minerais et qui, pour chasser les opposants autour, non pas seulement en Afrique, où il infiltre presque tous les services secrets qu'il n'y en a pas dans les pays d'Afrique centrale de l'Ouest, même à l'étranger. Et je vous ai dit, même ici au Canada, on parle souvent des femmes agents secrètes rwandaises qui sont arrivées dans ce pays pour essayer de suivre la trace des opposants Hutus. Donc nous comprenons bien que Kagame n'hésite pas à tout utiliser pour mettre en œuvre. Et même son ancien chef d'état-major, qui était également chef d'état-major de la République démocratique du Congo, s'est fait assassiner en Afrique du Sud, malgré plusieurs tentatives. Dès que vous le provoquez, que vous soyez un chanteur, une star, et il en a fait au pays, il dit qu'avec la question de sécurité, on ne badine pas. Lui-même, il le dit à haute voix. La sécurité de son peuple, il ne badine pas avec, et il n'admettra pas de son vivant que quelqu'un mette son peuple et lui-même à genoux. Il ne permettra pas cela de son vivant, soit par le discours, soit par les actes. Donc, toute tentative de velléité pour pouvoir assouvir, pour pouvoir dominer le peuple Tutsi, notamment du Rwanda, il ne pardonnera pas. Et les frères du Burundi lui viennent souvent en secours, dans ce sens, puisque ils estiment que ce sont des frères. Et chaque fois qu'il y a au pouvoir à Burundi un président qui ne les arrange pas, ils entrent toujours en friction.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré les tares de Kagame sur le plan militaire, sa conquête de l'Afrique sur le plan militaire toujours et sur le plan diplomatique grâce à l'appui des Américains, vous nous mettez des pouces. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous reviendrons dans d'autres vidéos pour mieux vous expliquer les situations qu'il y a dans les différents pays d'Afrique parce que nous faisons là ici de la géostratégie, de la géopolitique. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.